Bonjour les amis, bienvenue dans cette vidéo d'actualité sur l'Olympique Lyonnais et quelques petits autres sujets. On va parler de Monaco qui arrive dimanche au Groupama Stadium. D'ailleurs, je précise que je ne ferai pas de live pour ce match puisque je ne suis tout simplement pas disponible. On parlera également des nouveaux maillots. Et oui, figurez-vous qu'ils ont leaké sur Twitter. Alors évidemment, faut prendre ça avec des pincettes, ce n'est pas encore certain, mais bon, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, je les trouve plutôt canons, même si, évidemment, ça demande confirmation. On parlera également de notre défense. Ouh là là, notre défense, elle est en souffrance. Et je vais vous montrer quelques petites statistiques récentes qui, me titillent un peu. On parlera du mercato avec notamment Mohamed Amoura qui a été... qui est sur les tablettes de l'Olympique Lyonnais. Il l'était déjà l'hiver dernier et son nom revient à nouveau, peut-être pour remplacer un éventuel départ de Ryan Cherki. On s'interrogera aussi sur Aurel Mangala, disparu des radars. Alors il y a eu un article dans Olympique Lyonnais. Il n'apporte pas vraiment d'infos, ils font juste un constat. Je donnerai pas d'infos non plus, je n'en ai aucune. Mais je me souviens que Razik Brick a dit qu'il allait poser la question en conférence de presse à Pierre Sage. Donc peut-être demain aurons-nous plus d'informations sur Aurel Mangala. Est-ce un problème physique? Est-ce autre chose? Et si c'est autre chose, évidemment, on est très intéressé. J'évoquerai aussi rapidement les droits télé, vous savez, qui ne sont toujours pas attribués. Et donc on va voir un petit peu quel est l'état des lieux à l'heure actuelle et quelles sont les éventuelles conséquences pour l'Olympique Lyonnais. Commençons par Olympique Lyonnais-Monaco, donc qui aura lieu dimanche. Attention, un horaire un petit peu inhabituel, 19h. Juste après le match des féminines, match retour de demi-finale de Ligue des Champions féminines. D'ailleurs, le match sera diffusé à l'OL Valley, sur écran géant. Donc si vous êtes dans le coin, évidemment, n'hésitez pas à aller regarder cela, c'est quand même très intéressant. Nos Lyonnaises se sont imposées 3-2 lors du match aller, match à rebondissement et donc match retour à Paris. Ça va être évidemment très intéressant à suivre. Alors Lyon-Monaco, c'est évidemment, je dirais, un classique de la Ligue 1. Je dirais pas que c'est un de nos meilleurs ennemis, mais quand même pas loin. Souvent des matchs extrêmement tendus, souvent des matchs spectaculaires. Monaco qui est dans une dynamique vraiment impressionnante. D'ailleurs, ils viennent quand même de mettre à leur palmarès Lille, Brest et Rennes. C'est quand même pas rien. Nous, évidemment, on sort de 2 matchs un peu foufou, enfin même 3 si on rajoute Nantes, avec le retournement de situation à Brest et le match catastrophe à Paris qui débute avec 2 buts dans les gencives au bout de 5 minutes. Évidemment, c'était difficile de s'en remettre, surtout face à une équipe qui, objectivement, est quand même supérieure à la nôtre. Alors au classement général, certes, notre but, c'est d'éventuellement gagner la Coupe de France, mais je pense, et on va le voir tout de suite dans un sondage que j'ai lancé, que vous êtes quand même un petit peu sceptique, tout comme moi. Alors, j'ai pas attendu le match à Paris pour être sceptique, mais en tout cas, on va dire la prestation qu'on a faite à Paris ne plaide pas vraiment en notre faveur, même si certains trouvent des excuses, notamment les 2 buts encaissés rapidement. Mais après, je pense que si on est réaliste, très sincèrement, c'est du 80-20, peut-être du 90-20 en faveur du PSG, mais on ne sait jamais, en football, tout est possible, et on va se raccrocher à ça. Donc je vous ai posé la question, 700 votes exactement à cet instant. Après le match à Paris pour la finale de la Coupe de France, vous êtes confiant 15%, c'est pas l'enflammade. Pessimiste 42% et vous êtes 43% à être assez attentiste en espérant que Pierre Sage va trouver des solutions. Je l'espère aussi, mais malgré tout, on a vu quand même que il y avait une différence de classe assez importante entre les 2 équipes et elle nous a explosé au visage. Petite stat en passant, on est rentré dans l'histoire, figurez-vous, hier soir. Donc hier nous avons écrit l'histoire, figurez-vous, puisque la défaite de Lorient fait que nous sommes mathématiquement sauvés de la Ligue 2
Et donc nous devenons la première équipe à se maintenir après avoir compté 7 points après 14 journées. Sachez évidemment que ce n'était jamais arrivé avant. Bon, c'est sûr que le mercato d'hiver a aidé. Toutes les équipes ne sont pas capables de faire un mercato de ce niveau. Mais malgré tout, cette saison restera mémorable, hein, quelle qu'en soit l'issue, pour ce retournement de situation. Bon, moi, personnellement, j'ai jamais vraiment pensé qu'on irait en Ligue 2. D'ailleurs, je pense que vous trouverez aucune de mes vidéos avec mentionné Ligue 2 dans le titre. Mais c'est vrai qu'on n'en menait pas large après avoir compté 7 points après 14 journées. En tout cas, voilà, c'est officiel et on reste dans les livres d'histoire. Espérons qu'on y sera encore plus en gagnant éventuellement donc la Coupe de France ou en nous qualifiant pour la Coupe d'Europe, qui là aussi marquerait, parce qu'il y a se maintenir en étant 15e et il y a finir européen. Ça, je pense que ça s'est jamais vu et ça se reverra sans doute jamais. Donc nous allons jouer Monaco qui est sur une dynamique assez impressionnante, hein, comme on le voit là. Ils ont tout simplement fait main basse sur la 2e place, profitant des 2 défaites de Brest contre nous et ensuite justement contre Monaco. D'une certaine manière, Monaco est allé chercher sa place, sa qualification directe pour la Ligue des Champions. C'est pas mathématiquement fait, mais en tout cas bon, ça y ressemble bien. Brest qui marque le pas, mais qui sur la 5e place garde encore 5 points d'avance et un petit point d'avance sur Lille. Nous, on a reculé tout simplement, même si on est à égalité de points avec Marseille. Nous avons une différence de but absolument catastrophique, à -10. Cette différence de but qui évidemment compte comme un point de plus pour Marseille et Rennes en cas d'égalité pour la 7e place, donc qui reste possible. Mais évidemment, on comprend quand on voit ce classement que le match dimanche face à Monaco et selon moi jusqu'à la finale de la Coupe de France, peut-être le match de l'année. C'est-à-dire que si vous gagnez, vous donnez des chances de finir dans le top 7. Si vous le perdez, je pense que c'est définitivement rôti, d'autant qu'ensuite on va enchaîner Lille. Vous avez sans doute apprécié comme moi la métaphore des 4 grands cols dans le Tour de France, c'est-à-dire Brest, Paris, Monaco et Lille. Bon, on a franchi le premier difficilement, on a pris un éclat dans le deuxième. Maintenant, il faut rattraper le peloton, en tout cas le groupe de tête, en s'imposant face à Monaco et en allant chercher quelque chose à Lille, chose qui ne sera pas simple. Et évidemment, ce différentiel de but de -10 nous met quand même en difficulté très importante. Alors Monaco, cette année, ça a été un de nos plus grands kiffs, hein, le match à Monaco, le 15 décembre, où nous avons fait de la résistance pendant 90 minutes et on les crucifie grâce à Jeffinho. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce joueur, donc qui a marqué un but, évidemment je plaisante. Il évolue donc désormais à Botafogo jusqu'au mois de décembre, jusqu'au mercato prochain. Donc une petite lumière dans la nuit. Avant cela, la saison passée, on avait fait un joli 3-1 face à Monaco. On s'était incliné. Ensuite, là aussi, on s'était imposé. Enfin bon, bref. Là, 1-3-2 à Monaco. Bon, vraiment des matchs en général très spectaculaires et très accrochés entre les deux équipes. Il va falloir sortir la boîte à outils pour ce match et surtout mieux défendre, parce que ça va me permettre d'enchaîner sur le deuxième sujet de la vidéo qui est la défense. Et vous allez voir une défense qui est en souffrance. Alors je vous ai fait des petits tableaux, ils sont pas jolis, je suis bien d'accord avec vous, mais enfin bon, au moins ils sont pratiques. Et j'ai regardé l'évolution de notre défense sur 3 séquences de la saison, donc nos 14 premiers matchs catastrophiques. Nous avions encaissé 27 buts en 14 matchs, c'est-à-dire 1,93. Quand vous prenez 2 buts par match, ça veut dire que pour prendre un point, il faut soi-même mettre 2 buts, et évidemment pour gagner, il faut en mettre 3. En début de saison, on n'était pas du tout capable de faire ça, et donc évidemment, on a accumulé les défaites. Ensuite, on a eu un passage de 9 matchs où on a pris au total 8 buts. Alors quand même 2 fois 3 contre Le Havre et Rennes, mais une moyenne de 0,89, donc moins d'un but par match. Et là, évidemment, pour ramener un point, il suffit de mettre un but, et pour gagner, il suffit d'en mettre 2. Ce qui, je pense, est dans nos cordes. Et malheureusement, depuis le match de Lens,
eh bien on assiste à nouveau à une dérive importante, puisqu'on a pris 12 buts dans les 6 derniers matchs, donc à nouveau 2 buts de moyenne. Alors on notera justement que ces kilos de buts encaissés, c'est face aux grosses équipes du championnat, Rennes, Lens, Brest et Paris Saint-Germain. Donc il va falloir remédier à ça, parce que Monaco évidemment est une très très bonne attaque, Lille également. Donc il va falloir que Pierre Sage quand même trouve des solutions, parce qu'on ne peut pas continuer à encaisser 2 buts par match. Alors il y a des matchs où on s'en est sorti, contre Brest, contre Toulouse, mais faut pas se leurrer, hein, face aux équipes du haut de tableau, c'est pas 2 buts que vous accordez, c'est 3 voire 4, et là évidemment c'est quasiment impossible de revenir, même si on l'a fait contre Brest. Il faut pas se leurrer, ça ne peut pas être, on va dire, une tactique, une stratégie. Non, il va falloir trouver des solutions. Alors, moi, je ne mets pas spécifiquement les défenseurs en accusation, même si évidemment, en dernier ressort est le gardien. En dernier ressort, c'est eux qui doivent protéger le but, mais force est de constater qu'une équipe qui veut avoir des ambitions comme la nôtre ne peut pas se permettre d'encaisser des kilos de buts. Il y a une statistique qui est sortie. Figurez-vous que cette année, après 30 matchs, on a encaissé plus de buts que l'année dernière, où il y avait au total 38 matchs. Donc vous voyez, de toute façon, on voit que défensivement, ça ne marche pas. Pierre Sage l'a d'ailleurs dit, qu'il n'était pas content de la défense, et je pense pas qu'il l'ait encore plus après le match de Paris, mais il va falloir trouver un remède à cela. Alors, il y a 2 temps. Il y a le temps jusqu'à la fin de la saison, donc là on est bien obligé de faire avec les joueurs qu'on a. Peut-être envisager, notamment face aux grosses équipes comme Monaco, comme Lille et comme Paris Saint-Germain, de passer à 3 centraux. Ça peut être une solution, évidemment. Parce que finalement, on voit que à 4, on est quand même extrêmement fébrile, pas forcément que dans un 4-2-3-1. Et évidemment, pour la saison prochaine, eh bien, se poser les bonnes questions par rapport à ce problème défensif qui est extrêmement pénalisant. Sujet suivant, les droits télé. Aujourd'hui, Foot 01. Eh oui, ça m'arrive pas souvent de citer Foot 01, qui est un peu le voici des sites de sport et des sites de foot. C'est-à-dire avec des titres bien putaclic et finalement, vous lisez l'article, ça n'a rien à voir avec le titre. Enfin bon bref, c'est comme ça, mais sur ce coup-là, ils reprennent des infos, ils n'ont pas d'infos les pauvres, et ils nous disent bien que Canal+ et beIN Sport seraient proches d'un accord. Alors attention, seraient proches d'un accord. En fait, la dernière tendance, c'est que Amazon Prime ne veut plus payer pour la Ligue 1, que DAZN c'est Mediapro 2.0. Et donc, on fait appel à beIN Sport pour racheter l'intégralité des droits de la Ligue 1, et Canal+, rachèterait une partie de ses droits pour améliorer son offre. Vous savez que sur Canal+, vous avez déjà la quasi-totalité de la Première Ligue et la Ligue des Champions et quelques autres matchs européens. Et donc, je pense quand même que les abonnés de Canal+ ont quand même envie d'avoir de la Ligue 1. Donc, on va dire... la LFP espère 900 millions avec les droits locaux et les droits internationaux. Ça me paraît excessif. Moi, je pense qu'on sera plutôt à 600 plus 150, c'est-à-dire environ 150 en tout, c'est-à-dire 600 pour les droits locaux et 150 pour les droits internationaux. Même s'il y a une petite magouille, puisqu'en fait, comme le Paris Saint-Germain est l'équipe qui récupère le plus de droits internationaux, ça leur permet, le Qatar, via beIN Sport, de financer un peu le Paris Saint-Germain pour passer sous les radars du fair play financier. On s'accorde comme on peut, mais nous, si on encaisse quand même un petit peu plus de droits internationaux, on ne va pas se plaindre. Donc l'idée, c'est que, là je donne des chiffres au pif, mais c'est un peu pour expliquer comment ça va se passer. beIN Sport va mettre 750 ou 800, donc dont une partie d'environ entre 150 et 200 pour les droits internationaux. Et ça, donc c'est beIN Sport qui va tout payer et ensuite les revendre à l'étranger, dans la mesure du possible. Et sur les droits nationaux, on aura à peu près 6 à 700 millions maximum. Et Canal+ pourrait mettre 200 pour récupérer 2 ou 3 matchs dans la semaine, dans la journée de championnat.
Donc c'est comme ça que ça va se passer, puisque Canal+ n'a pas envie de discuter directement avec la LFP, donc ils vont s'accorder avec beIN Sport. Alors pour l'Olympique Lyonnais, évidemment, les droits télé, je dirais pas que c'est pas grand-chose, mais finalement c'est assez peu de choses. Il faut savoir que cette saison, dans un budget qui va avoisiner les 350 millions d'euros pour l'Olympique Lyonnais, eh ben, les droits télé ne représentent que 10%, environ 35 millions. Vous voyez, c'est pas grand-chose. C'est mieux que rien, mais c'est pas grand-chose, surtout quand on a un déficit, après 6 mois d'exercice, de plus de 60 millions et quasiment 100 millions la saison passée. Mais ne vous inquiétez pas, je ferai des vidéos sur le budget dès qu'on aura un petit peu plus de visibilité. Mais il va falloir s'y intéresser parce qu'évidemment, va-t-on revivre un épisode DNCG qui nous encadre? C'est possible, c'est possible. Je ne dis pas que ça va arriver, mais je dis que c'est possible. J'attends la publication du 3e trimestre des comptes de l'OL pour pouvoir faire une vidéo sur le sujet et voir si on a des chances d'être dans les clous ou pas. Alors Sacha Thiavelieri, qui est un spécialiste vraiment émérite du football belge, nous a indiqué dans une vidéo cette semaine que Mohamed Amoura était toujours sur les tablettes de l'Olympique Lyonnais. Vous savez que l'OL espère faire un petit peu de sous en revendant Ryan Cherki. Et justement, Amoura, qui est un milieu offensif, attaquant, peut jouer quasiment à tous les postes offensifs, fait parler de lui en Belgique avec des statistiques assez incroyables. Joueur jeune, donc avec un potentiel futur de revente, etc., etc. Et notre ami DataFoot a publié une infographie sur le joueur. Et vous voyez, puisque tout ce qui est en bleu définit les qualités du joueur dans l'élite. Alors attention, c'est l'élite du championnat belge. On voit avec un Gift Orban qu'il faut toujours prendre ça un petit peu avec des pincettes. D'autant que notre ami Mohamed Amoura a un problème un peu récurrent chez nos joueurs offensifs, c'est-à-dire un problème de taille, 1m69, donc évidemment ça fait pas grand, et pas très physique, pas très athlétique. D'ailleurs c'est un petit peu moi ce qui m'ennuie avec nos attaquants, hormis Nuama qui lui évidemment est une fusée, mais bon, les autres sont quand même un petit peu lents. Donc ça c'est un peu un problème qu'il faudrait à mon avis régler. Donc vous le voyez, dans les occasions de but il est élite, dans les buts hors penalty il est élite, dans les dernières passes il est élite, dans les touches hors surface il est fort, dribble réussi, course progressive, action défensive aussi, donc ça c'est quand même intéressant à noter, c'est-à-dire que c'est un joueur qui n'est pas flemmard, qui fait le boulot offensif, donc évidemment un joueur qui à l'Union Saint-Gilloise réalise une saison exceptionnelle dans la foulée de ce qu'il faisait dans le championnat suisse. Il faut savoir que l'Union Saint-Gilloise l'a payé moins de 2 millions et on voudrait une vingtaine de millions plus des bonus. Donc autant vous dire que ça fait cher, mais bon, on paye le talent, c'est logique. Ce qui aurait été bien, c'est de le dénicher à l'époque où il valait que 2 millions. Espérons que dans le futur, on arrive à trouver des joueurs de très très haut niveau pas chers, parce que pour le moment, les joueurs qu'on a recrutés, ils sont quand même extrêmement chers. Là, donc, je le rappelle, le joueur sortant du championnat suisse ne valait que 2 millions. Alors, il faut pas se leurrer, évidemment, des statistiques pareilles, ça fait un petit peu rêver, et il est évidemment supervisé en Allemagne, notamment par le RB Leipzig, vous savez, qui est un petit peu le spécialiste pour faire mûrir des jeunes talents. Mais aussi à Brighton en Angleterre, donc en Première Ligue, qui, si j'ai bien compris Sacha Thiavelieri, Brighton est la maison mère de l'Union Saint-Gilloise. Donc évidemment, ça facilite les choses, alors sauf si évidemment le joueur estime que c'est un pas à franchir qui est trop important pour lui et qu'il préfère passer par un championnat intermédiaire comme la Ligue 1. Je ne sais pas, on va voir, mais en tout cas, ce joueur qui avait déjà été mentionné l'hiver dernier revient sur les tablettes de l'OL, à condition évidemment qu'on ait des départs, puisque on va dire dans son profil, on a déjà du Ryan Cherki et du Benrahma, donc à suivre évidemment. Alors le site olympique lyonnais pose la question, où est passé Aurel Mangala? C'est la question d'ailleurs qu'on s'est posée pendant le live lors du dernier match.
Parce que vous allez voir, le temps de jeu du joueur est tout à fait erratique depuis quelques semaines. Il n'est pas annoncé comme blessé, d'ailleurs il a joué un match récent. Donc on ne comprend pas ce qui se passe. Si on regarde récemment pour Aurel Mangala, on voit qu'à Paris, il était sur le banc, il n'est pas rentré. Contre Brest, même chose, alors qu'il a joué contre Valenciennes. Avant cela, à nouveau sur le banc contre Reims. Alors, si on veut être honnête, il s'était un peu blessé face à l'Angleterre. Donc on pouvait comprendre qu'il ne joue pas le match d'avant. Mais par contre, ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'il ait joué contre Valenciennes et qu'ensuite, à nouveau, il se retrouve scotché sur le banc. Le problème, c'est que les journalistes ne posent pas la question à Pierre Sage. Il n'est pas annoncé comme blessé. Donc moi, c'est plutôt un joueur que j'apprécie. J'apprécie ses entrées. Je trouve qu'il apporte un impact physique intéressant. En plus, il a mis un but, ce qui n'est pas très fréquent chez nos milieux de terrain. Donc je ne comprends pas. Alors Razik Brick du site Olympique Lyonnais a affirmé qu'il allait poser la question à Pierre Sage. Donc peut-être aurons-nous en conférence de presse demain une réponse sur le dossier Mangala. Mais j'avoue que je suis très très étonné parce qu'on ne peut pas dire que sur les matchs récents, notre milieu de terrain est particulièrement brillé. Et rappelons-le, si on lève l'option d'achat, ce sera le plus gros transfert de l'histoire du club. Donc c'est quand même un petit peu embêtant, alors qu'il a le niveau de le voir sur le banc. Alors pour ceux qui ne suivent pas Twitter, et je vais terminer par ça, avec les potentiels, j'insiste bien, les potentiels nouveaux maillots de l'Olympique Lyonnais pour la saison à venir. Donc je vais vous agrandir l'image, comme ça on verra beaucoup mieux. Puisqu'en fait certains sites de vente mettent en précommande ou tout simplement préparent leur site pour la vente. Et donc 3 maillots ont été dévoilés. Alors est-ce que c'est un fake? Attention, je ne garantis pas que c'est exact. Donc toujours Fly Emirates évidemment en gros sur le devant du maillot. Un maillot noir en maillot second et un maillot sable en third. Alors cette configuration existe déjà. Le maillot sable plutôt pour les appareils, comment dire, l'habillement voilà du staff. Excusez-moi, j'ai un peu bafouillé, c'est moins qu'on puisse dire. Alors justement, un compte Twitter qui s'intéresse beaucoup à la question, a essayé de voir à quoi pouvaient ressembler ces maillots sans les marques qu'on a vues par-dessus. Donc voilà le maillot domicile, voici le maillot extérieur que franchement moi je trouve superbe. Je ne sais pas ce que vous en pensez dans les commentaires. Et donc le maillot sable qui je trouve est très très beau également. Alors évidemment ça fait pas très Olympique Lyonnais, on va pas se mentir, mais en tout cas je trouve qu'ils sont vraiment très très beaux. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. Comme toujours, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis, alors non pas à dimanche pour le live, mais à lundi pour un débrief un petit peu particulier, enfin j'espère. Et d'ici là, écoutez, allez l'OL, espérons voir un beau match dimanche parce qu'il est absolument crucial. Merci de m'avoir suivi, au revoir.